7 semaines de hausse d'affilée pour les indices majeurs américains, alors que ça a tangué en fin de semaine quand même parce que ça s'est tendu sur les taux. Bienvenue dans Wall Street Hebdo, votre rendez-vous d'analyse graphique et technique hebdomadaire sous le prisme des options. Merci de liker et de partager ce contenu s'il vous a plu. Vous avez été extrêmement nombreux à nous regarder la semaine dernière et nous vous en remercions. C'est signe que bien, le contenu vous plaît, d'une part, et puis d'autre part que les options commencent à infuser en France, alors que bien évidemment ce marché est en train de se développer et explose littéralement sur les places anglo-saxonnes notamment. Au programme de cette semaine, eh bien, on va comme toujours aller regarder le calendrier de la semaine. Il va être intéressant. La star de la semaine, ce sera Nvidia, bien sûr. On va en parler. On s'intéressera à la configuration du S&P, du Dow Jones, toujours un peu fragile ce Dow Jones, même s'il n'a pas encore été chercher la cible baissière. On ira voir le Bitcoin qui lui confirme le mouvement baissier qu'on avait anticipé. On s'intéressera aux 3 publications majeures de la semaine à venir, celles qui nous intéressent le plus en termes de comportement et de ratio put-call. Et puis on terminera comme toujours par un cas d'école, un cas détecté par Paul avec ses outils et qui permettent d'avoir un taux de probabilité de réussite qui est extrêmement intéressant. J'oubliais, mais on va aussi jeter un œil du côté du taux à 10 ans sur les marchés américains. C'est parti. Alors avant toute chose, je vous rappelle que nous organisons des formations, bien entendu, en ligne, mais aussi en présentiel. La prochaine se tiendra à Paris et elle aura lieu les 23 et 24 juin prochains. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de place. Donc vous pouvez vous abonner et nous rejoindre sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et puis les différents types et formats de formation que vous pouvez trouver sur l'atelier des options selon vos envies et vos besoins, de la simple initiation à la formation présentielle en 2 jours, jusqu'à la formation sur l'analyse graphique et puis la masterclass, l'élément complet dans lequel eh bien, nos élèves peuvent mettre et reçoivent des stratégies mises au point par Paul et qui eh bien, leur permettent d'avoir des taux de réussite qui sont excellents. Vous pouvez le constater sur les différents témoignages qu'on a postés sur les réseaux. Voilà pour cet élément. Alors pour cette semaine, pour le calendrier, nouvelle échéance des marchés dérivés. On entame l'échéance des 4 sorcières du mois de juin. Celle du mois de mai s'est terminée sur un record. Attention, on va avoir un petit élément particulier puisque c'est Juneteenth qui sera fêté le 19 juin, le vendredi 19 juin. Donc les options clôtureront le jeudi 18 et non le 19. Donc pour une échéance trimestrielle, une échéance majeure. Donc attention à ce petit décalage dans votre calendrier. Pensez-y, le 18 et non le vendredi 19 pour la clôture des marchés dérivés. Voilà pour l'élément important. Donc une page blanche qui se réouvre et un pivot qui peut être un moment qui peut être un pivot de marché. Hein. On l'a vu fin mars avec la semaine qui a suivi l'expiration des marchés dérivés du mois de mars, échéance trimestrielle, et ce rebond tonitruant qui s'est mis en place et qui n'a pas molli depuis 7 semaines maintenant. Pour les rendez-vous de la semaine, on aura côté macro, on aura mercredi les minutes de la Fed, et puis jeudi les PMI manufacturiers et dans les services. Donc, élément important, on a eu la semaine dernière des chiffres d'inflation qui sont ressortis nettement au-dessus du consensus. C'est tendu de ce côté-là, ça met la Fed un peu sous pression, puisque les baisses de taux sont maintenant probablement exclus dans ce contexte, et donc c'est peut-être même un calendrier hausse de taux qui est en train d'envisager les opérateurs. Donc des éléments intéressants avec l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed et qui, eh bien, pour commencer son mandat, a connu un moment de tension sur les taux qui s'est traduit sur les marchés actions. Côté publication cette semaine, je vous rappelle toujours que nos ratios put-call sont calculés avec une méthode que nous avons développée et la légende que vous avez ici nous indique, eh bien, vous indique si c'est en rouge que les opérateurs sont très très optimistes et qu'il y a un risque de manque de soutien au moins, même si c'est toujours la publication qui prévaudra. Et puis si on passe en vert foncé, eh bien ça c'est là, c'est-à-dire là que les opérateurs sont très pessimistes. On est à un ratio extrême de pessimisme, et dans ce cas-là, c'est plutôt un contre-pied haussier qui pourrait se mettre en place. Bien sûr, encore une fois, c'est toujours la publication elle-même qui prévaudra, mais on arrive avec ces éléments à obtenir des stratégies très intéressantes et un taux de réussite qui dépasse les 90% sur cette stratégie, sur les earnings. Alors pour cette semaine, fin du suspense, voilà les principales publications à venir avec les ratios put-call attachés. Lundi, on aura Baidu, un ratio put-call de 0,56. C'est assez
0,53, autant pour moi, c'était un peu optimiste. Pour Baidu, on va pas s'attarder sur le titre qui est en train de peut-être tenter une recovery, ça a rebondi depuis quelques jours, mais attention à ce léger regain d'optimisme. Home Depot, ça on va aller jeter un œil parce que le ratio est à 4,72, ça fait partie des ratios les plus pessimistes qu'on ait pu noter depuis qu'on analyse ces ratios ensemble. Donc mardi, Home Depot, ratio à 4,72, très pessimiste. Mercredi, c'est au tour d'NVIDIA et vous voyez qu'NVIDIA c'est en rouge, c'est le ratio le plus optimiste de la semaine. Parmi les plus optimistes que nous ayons enregistrés, on a un ratio put call à 0,23. C'est le plus optimiste qu'on ait enregistré sur Nvidia, qui est sur des sommets. Donc prudence pour la publication, au moment de la publication de la star de la semaine, avec donc ce ratio. Et puis on aura Target qui va publier mercredi aussi. Le ratio est à 0,56. Un peu de prudence à avoir. Et puis on ira voir Walmart. 0,34 le ratio put call, hyper optimiste aussi avant la publication, donc prudence. Au cours de cette semaine, je vous ai mis aussi Deere & Co, puisque c'est dans le secteur agricole et que ça paye du côté des matières premières. Là, le ratio est un peu pessimiste, donc prudence, enfin un peu de prudence de la part des opérateurs, donc peut-être de bonnes surprises, mais la configuration graphique n'est pas extraordinaire. On ne va pas s'y attarder. Alors, on va commencer tout de suite par le graphique du S&P 500 que vous voyez ici en hebdomadaire, voilà, une rejet en fin de semaine, hein, c'est ce qu'on voit ici, un petit corps, on termine quand même pour une 7e hausse d'affilée sur le S&P, on est allé chercher la cible idéale la semaine dernière à 7455, de la sortie du range 6528-6993 qu'on a débordé par le haut, et on a bien dupliqué ce range par le haut pour aller former un petit excès et puis caler à ce niveau de prix. Alors évidemment, le range suivant, si on le duplique, c'est 7918 la cible, médiane 7685, voilà les niveaux majeurs à surveiller. Si on arrive à aller au-delà, est-ce que l'indice S&P aura le momentum pour aller plus loin? On va le voir dans les heures qui viennent. En attendant, voilà la photographie en hebdomadaire cette fois-ci. On a toujours cette grosse zone de prix un peu fragile, hein, qui pourrait être un niveau important. On s'en est éloigné. On a laissé ce gap ouvert la semaine du 6 mai, et pour l'instant, on est bien au-dessus de ces niveaux de prix. On est allé chercher notre cible, alors c'est assez intéressant, hein, 7455, alors peut-être un tout petit peu au-dessus. J'attends avant de modifier les supports et les résistances, de même qu'ici, hein, je vous avais donné 7400,5, on pourrait peut-être réajuster un peu, parce qu'on a une grande symétrie de la part de la bougie du 13 mai et de la part de la bougie du 15 mai, qui ont à peu près les mêmes configurations opposées. Et puis ce petit Marubozu, enfin une grande bougie quand même, en haut de marché, qui a été débordé le niveau cible, et réouverture et clôture en dessous avec des volumes qui ont un peu augmenté. Pour l'instant, ça n'est rien de plus qu'une prise de bénéfice après un rallye tonitruant sur le S&P. J'ai détecté aussi ce petit canal haussier, testé une fois, deux fois, et surtout la parallèle qui est formée par rapport à ici, un 1, 2, 3 points, tentative de débordement. Alors voilà, petit canal haussier à surveiller, c'est surtout les horizontales qui vont nous intéresser. Premier niveau d'alerte sur le S&P, c'est 7337. Le fait d'ouvrir bien pour l'instant 7388 légèrement en dessous, et peut-être avec un nouveau gap, hein, puisqu'on avait eu un gap à l'ouverture comblé tout de suite, mais un gap, donc deuxième gap peut-être ouvert ici, est-ce que ce sera un gap de rupture? On va voir, mais pour l'instant, 7388 attendu pour le S&P à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Le premier niveau d'alerte, 7337, on n'a pas de figure de retournement pour l'instant, mais un peu un marché qui cale. Donc est-ce qu'on va commencer à latéraliser entre 337 et 455 avec comme médiane 401, ou est-ce qu'on va accélérer? Bien, ça va être l'enjeu de la semaine. Évidemment, on peut poursuivre à la hausse. Je vous ai tracé les résistances 513, 575 et puis 685, pourquoi pas, si l'indice peut poursuivre. Pour l'instant, ça a l'air un petit peu compromis et la pause serait assez légitime, encore une fois, compte tenu du parcours récent. Le ratio put-call sur le S&P, bon, il n'est pas délirant, 0,84, donc on est optimiste, mais sans plus. On était beaucoup plus optimiste il y a quelques jours, puisque sur l'échéance de mai, on avait un ratio particulièrement complaisant, voire euphorique. On n'avait plus aucune protection dans les portefeuilles, donc on a voilà, pas d'extrême, mais de l'optimisme qui est un peu normal compte tenu des niveaux de marché. L'intérêt sur les futurs, pas grand-chose à en dire. On reste dans un niveau d'intérêt qui était croissant et qui s'est stabilisé au cours de la semaine. On n'a pas beaucoup de messages de ce côté-là, si ce n'est que la position ouverte a baissé un peu vendredi, donc toujours pas de pression baissière malgré la baisse de vendredi. Voilà pour le S&P. On va passer tout de suite au Dow, qui lui, toujours dans une configuration un peu particulière. Ça fait 5 semaines maintenant qu'on bute contre ce niveau qu'on a identifié ensemble, 49 616 avec ses mèches hautes, systématiques.
Donc on bute systématiquement contre ce niveau. C'est la borne basse aussi de l'ancien canal haussier de long terme qui a été rompu et qu'on n'arrive pas à réintégrer. Et donc cette formation, alors je supprime la borne basse pour que ce soit plus lisible. On voyait une formation en triangle inversé. Maintenant, on n'est pas allé former un plus bas la semaine du 4 mai, ni la semaine dernière. Donc pour l'instant, ce triangle inversé est un peu remis en cause, mais on a quand même pas mal de désorientation et puis des mèches hautes, hein, des rejets systématiques des vendeurs contre ce niveau de prix systématiquement, donc à surveiller. Et puis on a toujours notre vague de Wolf qu'on a détecté ensemble la semaine dernière. Elle n'a pas accéléré, l'accélération ne s'est pas produite, on a même eu un gros contre-pied. Regardez, on a été chercher l'oblique. Alors je rappelle, 1, 2, 3, 4 et 5 on déborde et on réintègre. On aurait dû aller chercher cet oblique, c'était un petit mouvement. On l'a stabilisé, ouverture en gap, mais largement contrée au cours de la séance de vendredi. Et donc pour l'instant, on est toujours sous cet oblique 1, 3 ici. Donc message toujours baissier et cible toujours située donc, sur cette oblique baissière, formée par les points 1 et 4. Donc bien pour la séance du jour, ça donnerait un niveau situé à 47 860. Pour jeudi, ce serait 47 580, le gros niveau de support. Donc, petit retracement à envisager qui se confirme, hein, qui n'a pas été invalidé malgré le mouvement de la semaine dernière, et les yo-yo toujours sur le Dow Jones qui confirme bien son manque de momentum depuis 5 semaines maintenant. Sur le Bitcoin qui s'affiche ici en journalier, on avait indiqué ce niveau de résistance important à 82 500 en hebdomadaire. Eh bien, on a bien eu un rejet contre le niveau de 82 500 et un petit avalement baissier. La clôture s'est formée à 82 186 et l'ouverture à 82 191. Donc on a un avalement baissier en hebdomadaire, donc dans le rebond qu'on a formé. La bougie de la semaine du 11 mai a bien englobé la bougie de la semaine du 4 mai sur le Bitcoin. Donc petit signal de fragilité qui a été détecté la semaine dernière avec notre vague de Wolf aussi, qui là s'est plutôt matérialisé sur le Bitcoin, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse ici qui s'est bien arrêté entre la 1 et la 2. On tente de déborder l'oblique formé par les points 1 et 3 ici et on repart à la baisse. Alors on a eu un petit rebond, on l'avait indiqué ensemble, et depuis ça glisse doucement, donc pas un mouvement baissier fort, mais une cible qui est toujours située sur cette oblique ici, formée par les points 1 et 4. Selon le moment où elle serait atteinte, ça donnerait pour vendredi 68 460 points si on allait rallier ce niveau-là. Donc, petit signal de faiblesse sur le Bitcoin aussi pour ce début de semaine. Alors, j'ai oublié de passer par le taux à 10 ans à Wall Street, hein, qui donne donc des signes de faiblesse. Donc, évidemment, là, je vous montre le T-note, donc le T-note évolue en sens inverse du taux, des taux d'intérêt. Les taux montent et sont situés aux alentours de 4,60 à l'instant. On a un mouvement baissier qui s'est mis en place depuis quelques semaines maintenant sur le T-note. Quand on regarde en dézoomant mensuel, on voit ce gros range au sein duquel le T-note évolue depuis maintenant juin 2024. On est allé chercher, mais échec à aller chercher la borne haute. On a rompu la ligne de tendance haussière qui était active depuis février 2025, on l'avait rompue en janvier, mais réintégrée. Ensuite, fausse réintégration, sortie, avalement baissier qu'on a ici, donc sur le mois du mars, donc signal baissier important, et ça se confirme. Et depuis, on n'accélère pas franchement, mais on se rapproche du bas du range. Alors pour moi, le niveau d'alerte, il va être positionné ici sur les taux. C'est si le T-note à 10 ans rompt ce niveau de 108,75, donc évolution encore une fois en sens inverse. Si le T-note rompt ce niveau de 108,75, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une accélération haussière sur les taux d'intérêt situés à 4,60 pour l'instant, et donc un mouvement qui permettrait de rallier la borne basse, enfin le range suivant, et ce gros niveau de support à 103,09, et donc un mouvement de l'ordre à ce moment-là de 5% environ sur la rupture. Donc un mouvement qui, 5% sur les taux d'intérêt, serait colossal en termes d'effet sur les marchés, vraiment extrêmement important. Donc 5,52 par rapport au cours actuel. Pour l'instant, en ce début de semaine, on se stabilise, mais attention à la rupture de 108,75, à mon sens, qui est le gros niveau de support. Donc, et c'est de tension, et c'est pour ça, pour l'instant, peut-être que les marchés restent relativement canalisés, même si vendredi, on a vu qu'ils avaient pris note de ce mouvement. Voilà pour le T-Notes. On va aller voir dans les publications de la semaine. Home Depot avec un ratio put call
hyper pessimiste. Alors, il y a de quoi être pessimiste sur Home Depot quand on regarde la configuration graphique. Le titre évolue eh bien, au sein d'une ligne de tendance, sous une ligne de tendance baissière. On est en mensuel ici. On a buté 2 fois contre ce gros niveau de 416,97, une fois en novembre-décembre 2024, et puis on est revenu buter dessus en septembre 2025. Depuis, on rebaisse. On a rompu, on va zoomer en hebdomadaire, donc à mon sens, ce gros niveau de support à 317, donc cette grande zone de prix au sein de laquelle Home Depot évoluait depuis juin 2024, et donc situé entre 317 et 417,97. On l'a rompu la semaine dernière, c'est pas un très bon message. On est allé s'arrêter en revanche sur ce gros niveau de support, je dézoome un instant à nouveau en mensuel, sur ce gros niveau de support à 296,80, testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc un niveau intéressant sur lequel le titre s'est arrêté. Or, ce ratio put-call qui est quand même extrêmement pessimiste avant la publication, et bien peut-être le terrain d'un rebond. On le surveille. Alors, on a une possibilité de vague de Wolf. Pour tout dire, elle n'est pas parfaite. On a une vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond qui s'est bien arrêté entre la 1 et la 2. Et puis, on est allé enfoncer l'oblique formé par les points 1 et 3. Pour l'instant, on n'a pas réintégré. Alors, on s'en est quand même beaucoup éloigné de cette oblique formée par les points 1 et 3 ici. C'est pas excellent. Mais si on la réintègre, de toute façon, ce sera un message important. Donc ce niveau qui est situé pour la semaine pour Home Depot à 311,20 et puis surtout 317. L'intégration de cette résistance qui là, dans ce cas-là, pourrait donner une impulsion haussière pour aller chercher 341, 350, 360. Et pourquoi pas l'oblique dans ces cas-là formé par les points 1 et 4 et valider cette vague de Wolf. Mais c'est plutôt des niveaux horizontaux qu'on va regarder. En revanche, si on passe sous 296,80, le mouvement baissier se confirme pour Home Depot et la cible c'est 265,20. Donc peut-être un excès de pessimisme pour Home Depot qui n'a pas une configuration extraordinaire, mais peut-être un excès baissier dans ce contexte de publication. Autre publication de la semaine, on va aller voir Walmart et je garde le meilleur Nvidia pour la fin. Walmart, ratio put-call qui est quand même hyper optimiste aussi. Hein. On a un ratio qui est sur Walmart, je vous le rappelle, calculé par notre méthode à 0,34. Attention, c'est hyper optimiste sur Walmart. Qui s'inscrit en mensuel dans le grand range 118,90, 134,15, donc une grande pause pour Walmart dans cette zone de prix. C'est intéressant parce qu'en hebdomadaire, on arrive bien, on l'identifie bien aussi, et avec donc cette médiane à 125,60 qui va être le pivot. On a aussi une ligne de tendance haussière de long terme hein, qui est bien active depuis novembre, testée une fois, presque deux, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, testé la semaine dernière mais réintégré. Donc attention à cette oblique, elle va être extrêmement importante pour cette semaine pour Walmart, et elle est située pour la semaine à 127,75. Si on l'enfonce, c'est un mauvais message évidemment, au moins une latéralisation, et en tout cas peut-être un retournement. Si on passe sous la médiane à 125,60, signe de faiblesse dans ce range, il retourne au bas du range. Si on rompt le bas du range, on dupliquerait ce range 118,90, 134,15 par le bas, et la cible, elle serait située entre 105,10 et la cible idéale à 103,60, avec ce gros niveau de support à 110,30. Si en revanche, bien la publication plaît aux opérateurs et qu'on déborde 134,15, la cible suivante, ça pourrait être donc 149,80. J'ai pas tracé l'intermédiaire, je vais le faire tout de suite avec vous. On aurait donc une résistance intermédiaire située ici à 142,70 avant d'aller chercher 149,80 si le titre veut déborder ce niveau de résistance. Mais encore une fois, quand on a un ratio put-call aussi optimiste, c'est que tout le monde est acheteur déjà sur Walmart, donc difficile de trouver de nouveaux entrants. Attention à la sortie de ce range, en tout cas il est très propre, bien dessiné sur Walmart, c'est ce qui nous intéressait aussi dans cette configuration. Et en plus c'est un élément important dans la lecture de la consommation à Wall Street, bien sûr. Allez, on va voir Nvidia, ratio put-call à 0,23, l'un des plus optimistes que j'ai enregistré sur le titre. On commence par regarder Nvidia en mensuel. Le titre évolue au sein d'un canal haussier de long terme qui est actif depuis juillet 2024. Borne haute, borne basse s'enfoncer mais testé. Puis on voit bien qu'on s'est appuyé une fois, deux fois, trois fois dessus. Donc intéressant ici. Retour en borne haute ici, donc en octobre 2025. Borne basse à nouveau testée en mars dernier avant de rebondir. Pour l'instant, on n'est pas réussi à aller chercher la borne haute.
En revanche, on évoluait dans un range 170-208,07 sur Nvidia. Le range a été largement débordé en ce début de mois, enfin c'est mi-mois de mai, et donc on est installé un range plus haut. Donc tant qu'on est au-delà de 208,07, la cible idéale c'est 246,60. On a un niveau de résistance intermédiaire à 229,40 contre lequel on a buté. Et j'ai laissé ce que je fais rarement, des canaux. On aurait pu voir une fourchette d'Andrews presque là-dedans. Euh, mais des canaux. Pourquoi? Parce qu'il y a la borne, le canal haussier long terme, très propre, hein, à mon sens, qui a été bien travaillé. Et puis à l'intérieur, eh bien, un petit canal en hebdomadaire, je l'ai trouvé avec ces points-là, point bas, ou clôture, ouverture de ces bougies-là, et une parallèle ici. Donc ça va nous donner des éléments de zoom intéressants. Et on voit que c'était le niveau autour duquel le titre s'est articulé. On a évolué en dessous, on est repassé au-dessus, on s'est réappuyé dessus avant de stabiliser, on l'a enfoncé, ça a été un niveau pivot, on est repassé en dessous, et là on s'appuie dessus. Donc c'est un niveau pivot intéressant pour le titre, pareil pour la borne haute, donc vous pourrez le repérer, hein. Donc ce sont les mèches hautes de la semaine du 27 avril et de la semaine du 4 mai qui permettent de tracer cette parallèle aussi en bas, donc un canal. Les obliques sont moins probantes, mais elles peuvent permettre de trouver des niveaux pivots. Ça peut nous aider pour la semaine. Donc pour cette semaine, pour avoir un niveau plus juste, eh bien c'est le niveau de 220 20, qui sera le premier support important. Si on veut travailler avec les horizontales, c'est 217,50. Tant qu'on est au-delà de ce niveau, on est dans 208,07, pardon, c'est le range, hein, 208,07, puis 217,50, premier niveau de support important. 229,40 la résistance, 246,60 la résistance idéale. Si le titre s'enflammait, ben vous avez les résistances suivantes affichées à l'écran ici. Mais encore une fois, avec ce ratio put-call, on est un peu prudent. On n'a pas de figure de retournement du tout, d'épuisement sur le titre, si ce n'est qu'on n'a pas réussi pour l'instant à aller chercher la borne haute du canal haussier, ni la résistance idéale à 246,60. Et qu'on a eu cette petite configuration. Alors j'ai beau regarder toutes les configurations de bougies que je connais, j'ai pas trouvé d'éléments intéressants, enfin de configurations connues, mais on a quand même une accélération haussière, une bougie d'indécision, un Marubozu, quand même relativement important, 4% de fluctuation dans cette bougie. Et puis une ouverture sous la bougie précédente, comblement du gap, et on vient non seulement clôturer sous le gap, mais en plus à l'intérieur du corps de la bougie précédente. Donc petit signe de faiblesse qui est très relatif, hein, pour le titre, mais encore une fois, petit signe de faiblesse pour le titre. Donc tant qu'on est sous 229,40, retracement possible, et puis cette oblique et cette zone de prix qui serait premier niveau de retournement pour Nvidia, qui publiera donc mercredi soir après clôture, donc à surveiller dans le courant de cette semaine, Nvidia. Alors, autre élément dont on voulait vous parler, c'est l'expected move. L'expected move, je vous invite à voir l'excellente vidéo et très complète de Paul sur ce sujet qui est extrêmement intéressant. L'expected move, c'est le mouvement envisagé par les opérateurs au cours d'une séquence. C'est la zone probable dans laquelle le titre pourrait évoluer dans la majorité des cas, dans 68% du temps, si je ne dis pas de bêtises, et vous aurez tout le détail dans la vidéo de Paul. Et vous le trouvez, cet expected move, il est de l'ordre de 7,5% pour cette semaine, et vous le retrouvez sur ProRealTime, donc c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer, qui est calculé automatiquement ici, quand vous utilisez le Pro Option Trader sur l'échéance qui vous intéresse, et bien vous avez une réglette bleue qui est affichée ici à l'écran. Donc on voit bien là, et qui renvoie les prix entre bien 202 et 246. Donc l'expected move, c'est la zone de prix dans laquelle les opérateurs s'attendent à ce que le titre bouge. Je vais mettre une zone, je mets tous les prix d'exercice de cette voilà, de cette échéance, donc l'échéance de fin de semaine, et on voit cette réglette bleue, hein, au milieu de l'écran qui vous donne l'expected move, donc visible ici, donc pas besoin de faire de calcul compliqué, vous la retrouvez ici, donc environ 247 bornes hautes et 202 bornes basses. Voilà ce que les opérateurs attendent comme fluctuation de Nvidia suite à sa publication pour la semaine à venir, à ratio put-call hyper optimiste, donc attention, des retours qui sont possibles dans cette zone de prix. Encore une fois, pour en savoir plus sur l'expected move, retrouvez la vidéo de Paul sur le sujet, et vous avez donc bien ces niveaux de prix qu'on peut retrouver ici. Voilà pour les vidéos, les analyses de la semaine sur les valeurs, et puis on va terminer par le cas d'école que nous propose Paul. Il a travaillé pour nous et a détecté une stratégie qui a un ratio de probabilité qui est quand même extrêmement intéressant. On obtient 85% de succès pour cette stratégie qui a été testée près de 60 fois. Donc, un
Straddle, et j'ai oublié de vous montrer la synthèse de nos stratégies que je fais tout de suite. Alors, nos stratégies, on les retrouve ici. Je vous les montre effectivement avec, donc pour la synthèse des stratégies. Pour l'instant, un taux de réussite de 85,2% qui a un peu baissé, puisque notre bear call spread ouvert le 13 avril a été clôturé en perte. On arrive quand même à 85,2% de stratégies gagnantes sur 58 stratégies. 54 ont été clôturées, 46 gagnantes, 8 perdantes. 4 sont en cours avec celles qu'on va ouvrir aujourd'hui, et on avait ouvert 2 la semaine dernière. On encaisse avec ces stratégies, puisqu'on vous nous le demandait, eh bien, des stratégies que nous ouvrons réellement, on est à un gain de 4 400 $, un petit peu plus, en ouvrant réellement ces stratégies depuis les 58 semaines qu'on vous les propose. C'est uniquement le gain sur ces stratégies-là. Bien entendu, d'autres stratégies sont mises au point dans la masterclass, et c'est ces stratégies ça c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire avec les outils, et un travail systématique et empirique. Donc voilà, si ça vous intéresse, encore une fois, contactez-nous sur notre site de l'Atelier des Options, et on vous répondra, et vous aurez tous les éléments concernant nos formations. Voilà, petite parenthèse, et on va voir cette semaine donc ce straddle sur Apple que je vous affiche à l'écran. Je vous rappelle qu'un straddle, pareil, si vous voulez en savoir plus sur le détail du straddle, eh bien, et nos vidéos, mais le straddle, c'est l'achat d'un put sous le cours actuel du sous-jacent, l'achat d'un call au-dessus du cours actuel du sous-jacent. Le setup de Paul est bien sûr beaucoup plus précis, puisqu'il va déterminer un delta, un niveau précis sur lequel on va ouvrir cette stratégie à l'achat de put et à l'achat de call. Le but du straddle, c'est d'envisager un mouvement assez large sur le sous-jacent. Alors je vais dézoomer un peu sur Apple pour vous montrer la configuration graphique. Le titre Apple est en forte hausse depuis plusieurs semaines. Il évoluait dans un range 245,80, 279,90. Il en est sorti par le haut. La cible légitime, c'est 313,50. On s'en est approché et on a calé. Et puis regardez, le titre est aussi en train de tenter de déborder la borne haute du canal haussier au sein duquel Apple évolue depuis plusieurs mois maintenant, depuis 2023, plusieurs années. Donc, signe de force du titre, mais attention, retour à l'intérieur. Le straddle, je vous rappelle que son but n'est pas de déterminer le sens de la sortie, mais de se dire qu'il va y avoir un mouvement puissant et violent, selon l'échéance aussi déterminée par les backtests de Paul. Donc, encore une fois, on envisage que le mouvement va être suffisamment important à la hausse ou suffisamment important à la baisse pour que le sous-jacent, pour que la perte sur l'une des deux pattes d'option soit compensée par le gain sur l'autre. Voilà, une stratégie donc qui permet de travailler dans un mouvement de marché dans lequel on considère que le mouvement va être important, mais dont on ne connaît pas le sens. L'intérêt de la stratégie aussi, alors, et tient au fait que selon qu'on va acheter un call plus proche du sous-jacent, plus il va nous coûter cher, mais moins le mouvement devra être important pour commencer à gagner, plus on va s'éloigner du cours du sous-jacent avec nos pattes de stratégie, moins il va nous coûter cher, mais plus le mouvement devra être important. Toujours ce ratio risque-rendement qui est extrêmement intéressant avec les options. Et puis c'est une variante, le strangle du straddle, mais ici c'est le straddle que nous avons choisi et qui donne le meilleur résultat selon le travail fourni par Paul. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous proposer pour ce début de semaine. Retrouvez-nous sur notre site de l'Atelier des Options. Abonnez-vous à notre newsletter pour avoir tout le programme de nos différentes formations et événements. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, beaucoup de contenu pédagogique. Je vous rappelle la playlist d'une quinzaine de vidéos qui existent sur notre site et sur la chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez vous former aux options. 15 vidéos qui sont dédiées à apprendre les options. Vous avez tout dedans. On a vraiment mis le plus d'informations. Et puis, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous nous retrouvez sur notre site de l'Atelier des Options. On fait des formations régulièrement. Rejoignez-nous. Nos abonnés sont ravis, manifestement. On l'a encore eu la semaine dernière, dont les commentaires sont très positifs. Pensez à activer les notifications pour ne rien rater de nos publications. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.